Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'installation de la fibre chez moi. Pour la plupart des gens, quand vous entendez installation de la fibre, ça sonne comme une bonne nouvelle. C'est le cas aussi pour moi, même si j'ai jamais eu à me plaindre de la connexion que j'avais du VDSL2 de très très bonne qualité, puisque j'étais quasiment à côté du NRA, donc pas de souci de débit ou de perte de synchro. Mais quand même, avec la fibre, je vais avoir un confort supplémentaire. Alors c'est une bonne nouvelle si bien sûr tout est bien fait de bout en bout, et que votre fournisseur de service gère bien la situation. Moi, malheureusement, ça n'a pas été vraiment le cas. Je suis chez Soch, mais bon, ce sont des équipements Orange que vous voyez ici, hein. Et ça s'est mal passé. Enfin, ça s'est mal passé, c'est toujours pas résolu en fait, et c'est pour ça que vous voyez le titre de cette vidéo, c'est pour ça que vous n'aurez pas le contenu que j'avais prévu de vous faire ce dimanche, et que peut-être même jeudi ou dimanche prochain, il y a encore des contenus qui vont sauter, parce que malheureusement, déjà ça me consomme énormément de temps et d'efforts pour essayer d'avancer sur la situation, donc ce qui m'empêche de faire d'autres choses en attendant, dont les vidéos que j'aime vous partager. Je vais vous résumer la situation, vous expliquer grossièrement comment ça marche la fibre en remplacement du VDSL, et puis vous expliquer comment moi je suis arrivé dans ma situation. Alors, je vais pas vous montrer des images de l'extérieur de mon logement, parce que malheureusement, vous savez qu'il y a un petit peu de tout sur YouTube, dont des gens qui vous font des menaces de mort, donc je vais éviter de trop montrer à quoi ressemble un petit peu mon extérieur, mais faut savoir qu'il y a deux types de fibres. La fibre, c'est le petit câble noir qui sort du trou qui est là, qui part vers la gauche ici. Pour votre logement, il y a plusieurs situations. Vous êtes soit en collectif, soit en individuel, et puis ensuite, vous avez le cas où vous êtes soit locataire, soit propriétaire. Donc en fonction de tout ça, la manière d'installer la fibre va changer. Dans mon cas, je suis propriétaire et en individuel, donc j'ai pas de souci particulier, si ce n'est qu'il faut que j'explique à la société qui est venue installer la fibre, où installer la fibre et comment passer. Donc la fibre aussi, vous avez deux cas d'installation. Moi, je suis en aérien, c'est-à-dire qu'il y a des poteaux, comme vous avez des poteaux téléphoniques ou des poteaux électriques qui parcourent votre ville, vous avez des poteaux aériens de fibre avec des fibres en aérienne. Donc c'est pas très élégant, ça fait un peu vétuste, mais bon, quand on veut pas refaire toute la voirie, c'est une manière de faire avec des poteaux et des équipements sur chaque poteau. Et donc, à un moment donné, on part d'un de ces poteaux, on va sur le pignon de votre maison, on descend comme ça le long de votre mur, et puis on rentre à un endroit pour aller dans le logement. L'autre possibilité, c'est le raccordement en souterrain. Alors là, je vous laisse consulter diverses documentations. J'ai pris ici le site de VAR très haut débit, mais vous avez plein d'autres sites. En fait, chaque région, chaque département explique comment elle déploie la fibre. Évidemment, le déploiement de la fibre, il est vraiment très spécifique à l'endroit précis où vous habitez. Même dans une même ville, vous pouvez avoir une partie qui est raccordée en aérien, une partie qui est raccordée en souterrain en fonction de justement des opérations qui peuvent être faites en termes de voirie, en termes de coûts. Ça va être décidé. Et puis vous avez aussi pour le raccordement à la fibre, vous avez aussi des initiatives publiques, donc avec des fonds publics pour le déploiement de la fibre, et puis aussi des opérateurs privés qui, eux, comme Orange, SFR et compagnie, qui, eux, déploient aussi leur propre réseau, et donc vous avez différentes manières de déployer tout ça. Donc le déploiement en aérien, on a vu avec le câble qui pendouille en gros, le déploiement en souterrain, ou raccordement en souterrain, qui passe en général par votre fourreau général, on va dire là où vous avez vos prises télécom, donc la prise téléphonique, on va dire en gros pour votre logement. Alors ça va varier exactement en fonction de l'année de construction du logement, de ce que vous avez en termes de passage de gaines existantes et tout ça, mais en général ça va se faire à peu près comme ça, et puis donc la fibre va sortir, grosso modo, pour faire simple, en général quand on fait une pose de fibre, la fibre sort à l'endroit où vous avez votre sortie téléphonique existante, si vous avez le téléphone évidemment, sortie téléphonique existante. Alors sur ce site-là, il y a aussi la distinction qui est faite entre l'habitat collectif et l'habitat individuel, puisque je vous ai dit, il y a des petites nuances en fonction de vos types de logements, et si vous êtes en immeuble pour le déploiement et le raccordement de la fibre. En général, la fibre, vous l'installez plutôt ici, au niveau de votre tableau électrique, tableau de répartition Ethernet, mais c'est pas obligé, vous pouvez aussi la faire installer chez vous. Maintenant attention, le coût d'installation sera pas forcément le même suivant votre opérateur. Donc moi dans mon cas de figure, ils ont voulu faire tout le tour, donc ils ont fait ça. Je peux pas les empêcher à un moment donné, hein, c'est eux qui posent, donc c'est eux qui décident. Ils ont fait tout le tour, ils sont passés là-bas, bon c'est eux qui payent la fibre, donc je m'en moque. Mais bon, du coup, il faudra que je mette des baguettes là pour la faire tenir parce qu'elle est pas tenue. Et à la fin, la fibre arrive dans ce boîtier qui est ici. Alors elle ne s'arrête pas ici, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut que je vous précise, c'est que la fibre c'est spécifique. En fait, la fibre, vous ne posez pas la fibre comme vous posez par exemple un câble Ethernet ou un câble téléphonique. Pour relier deux câbles fibre, il faut avoir du matériel spécifique. La fibre, ça fait la taille, on va dire en gros d'un cheveu pour vous donner un ordre d'idée. Et donc il vous faut un équipement, je vous mettrai peut-être la petite photo ici si je trouve un équipement Fluke ou autre pour relier de fibres.
il faut aligner les fibres entre elles pour pouvoir les souder. Et donc, une fois que vous avez fait poser un câble fibre, vous vous amusez pas ensuite à refaire votre déco, parce que si, vous pouvez pas le couper et le ressouder. Il faudra faire venir une société spécialisée pour pouvoir faire recabler votre partie fibre. Donc c'est très important de bien l'installer, et en général, donc, on s'installe plutôt ici au niveau de l'entrée ou du tableau électrique, tableau domotique de la maison. Et ensuite, donc, vous avez une répartition par Ethernet dans votre logement. Alors, ça marche comme ça. Le gars, il est venu ici. Donc, vous voyez ici la fin du fil qui arrive là. Il a dénudé donc le petit bout de fil blanc que vous voyez qui fait ça comme ça. Et ça rentre ici dans le boîtier de répartition fibre. Vous voyez ici donc que la fibre sort à nouveau ici, donc ça c'est à nouveau un câble fibre. Vous avez le petit logo ici qui indique de faire attention puisque c'est de l'émission laser, donc ça peut être dangereux à la santé. C'est pas forcément un rayon que vous voyez, mais c'est un rayon. Si jamais vous mettez la fibre devant l'œil pour regarder s'il y a quelque chose qui passe, vous pouvez vous brûler l'œil. Hein. Donc on s'amuse pas avec ça, et donc c'est pour ça qu'il y a un petit logo pour faire attention. Et ce câble fibre ici, vous êtes dans votre installation à vous, c'est-à-dire qu'à partir de là, ce n'est plus de la responsabilité de l'installateur fibre. Ce n'est plus son réseau, c'est le vôtre. Donc si vous avez des problèmes, ça deviendra votre problème. Ou en tout cas le problème de votre opérateur, si votre opérateur veut bien s'en charger. Donc concernant cette partie-ci, c'est un sous-traitant d'un sous-traitant d'Orange qui est venu faire l'installation. Ils avaient rendez-vous initialement le mardi à 15h30. Ils sont pas venus, j'ai attendu de 15h30 à 18h30, ce qui était le créneau, ils sont pas venus. Et puis il y a quelqu'un qui a débarqué le lendemain, le mercredi à 10h30 sans prévenir, puis qui m'a dit « Bonjour, je vais installer votre fibre ». Il se trouve qu'heureusement en ce moment je télétravaille, que j'ai une société qui est assez coulante dans les horaires, etc. Donc j'ai pu me réorganiser pour pouvoir les accueillir, mais à l'origine c'était pas prévu qu'ils viennent là. Donc déjà c'est un premier point négatif. Mais au niveau de l'installation, j'ai pas grand chose à leur reprocher, à part le fait qu'ils ont oublié de me reboucher à l'extérieur avec du silicone, et ça je l'ai pas vu, donc je l'ai vu qu'après, donc j'étais obligé de le faire. Ils m'ont pas rebouché le trou qu'ils avaient fait pour rentrer ici dans le mur. Sinon, en termes d'installation, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Bon, c'est pas non plus, voilà, c'est mon garage, donc il y a pas non plus de déco cassée ou autre, mais voilà, j'ai pas grand chose à leur reprocher sur ce point-là. Donc ça, c'est la partie installation, ça s'est relativement bien passé, à part ce problème de rendez-vous. En soi, c'est assez efficace. Donc initialement, comme équipement, j'avais une Livebox Play, comme boîtier. Donc ce qu'a fait Soch, c'est qu'ils m'ont proposé de garder ma Livebox Play. Mais ma Livebox Play a un problème, c'est-à-dire que dès qu'il y a une micro-coupure de courant, ou que vous faites éteindre, allumer, elle ne repart plus, elle est bloquée définitivement. Donc je leur ai dit, moi j'aimerais bien, vu que je change d'équipement, j'aimerais bien passer sur de la Livebox 4. Donc ici c'est une Livebox 5, hein, je vais vous expliquer après pourquoi. Ils m'ont envoyé une Livebox 4 et ce boîtier ONT. Et c'est là où je reviens sur les deux variantes possibles pour y connecter votre fibre. Vous avez donc ce boîtier fibre qui s'appelle l'ONT. Cet ONT, il peut être externe et donc il est alimenté avec sa propre alimentation. Donc ici, tout est désactivé, hein, puisque je vous ai dit, c'est la fin des haricots dans mon installation. Donc normalement, vous le branchez sur le secteur. Donc évidemment, c'est un produit qui va encore consommer dans votre logement. Vous branchez dessus ce câble fibre-là qui est actuellement branché sur ma Livebox 5. Vous le branchez dessus et puis vous avez le câble Ethernet ici. Et donc ce boîtier-là, son principe, c'est de transformer le protocole fibre, puisqu'ici vous avez une fibre optique qui va rentrer dedans, de transformer ce protocole fibre qui est du FTTH sur PON, de le transformer en Ethernet sur IP. Ethernet sur IP, on voit ici, on a un câble RJ45, on passe sur du réseau classique domestique, donc du réseau sur câble standard, câble RJ45 Ethernet. Ce boîtier-là, c'est aussi lui qui a un émetteur laser dedans, donc c'est un produit dont il faut faire assez attention, puisqu'évidemment il va recevoir le signal qui vient de la fibre, mais il va aussi en émettre pour envoyer vos données. Donc c'est un boîtier qui est assez important dans l'équipement de l'installation fibre, puisque c'est lui qui va faire la conversion entre le réseau fibre et votre réseau interne. Mais ce boîtier-là ne fonctionne pas tout seul, vous voyez le câble Ethernet, et normalement vous le branchez dans votre Livebox 4 ou Livebox Play. Pour certaines Livebox 4, Livebox 5, comme j'ai ici, vous avez directement l'ONT qui est intégré dans la Livebox. Alors pour la Livebox 4, c'est un équipement que vous insérez dans la Livebox 4, il est optionnel, c'est Soch ou Orange qui décide soit de vous livrer un boîtier externe, comme ça qui s'appelle boîtier fibre, soit de vous livrer l'ONT à installer directement dedans. Sur les Livebox 5 de dernière génération, il est directement intégré dedans, et la Livebox 5 sait gérer toutes les situations. Il est préférable d'avoir l'ONT intégré, et je dirais même, si vous êtes client Soch et Orange, il est préférable de ne pas avoir une Livebox 5, mais une Livebox 4,
avec l'ONT intégré. Vous aurez une consommation électrique un petit peu supérieure, mais par contre ce sera incomparable. Cette Livebox 5, on va y revenir en fin de vidéo, c'est une catastrophe. Orange fait du gros caca hein, avec ses équipements, franchement, pas du tout des bons produits. Donc on en arrive maintenant au cœur du problème. J'ai connecté mon ONT, j'avais une Livebox 4 ici en lieu et place de la Livebox 5, j'ai branché ici mon câble Ethernet sur la partie WAN de la Livebox 4, puisque c'est un équipement spécifique, hein, l'ONT, on ne le branche pas sur un réseau Ethernet classique, il faut bien le brancher sur le port WAN, mais entre cet équipement-là et votre Livebox, vous pouvez éventuellement, alors je ne vous conseille pas, mais si vous avez des soucis, parce que ça vous l'avez dans votre entrée et votre Livebox, vous l'avez mis dans votre séjour, etc., vous pouvez passer par des rallonges Ethernet, du CPL, même des répétiteurs Wi-Fi, donc passer sur du Wi-Fi jusque votre Livebox et repartir ensuite sur du câblé. Évidemment, vous aurez des problèmes de débit, mais vous pouvez toujours vous en sortir à peu près comme ça. Donc, on part avec un câble Ethernet jusqu'à la Livebox 4, et normalement, la Livebox 4, vous la branchez, il n'y a même pas normalement besoin de mettre d'identifiant, elle part et elle s'allume, et elle vous reconnaît, elle vous met sur le réseau fibre. Bah, moi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Sosh ou Orange avait tout simplement oublié d'enregistrer cette ONT sur le réseau Orange, donc il n'arrivait pas à s'identifier, il n'était pas reconnu, il était rejeté, et donc du coup je ne pouvais pas me connecter. Ce qui m'a fait perdre 1 heure, 1 heure et demie, parce que forcément, malheureusement, je me suis pas dit, je vais partir tout de suite du principe que c'est Orange qui s'est raté, je suis parti du principe que c'était moi qui avais mal fait quelque chose, donc j'ai tout installé, désinstallé, réinstallé, etc. Et heureusement, j'avais ma connexion VDSL qui était toujours opérationnelle pour pouvoir basculer dessus. Quand Orange a reconnu le problème, a activé mon ONT, ça ne marchait toujours pas. Ça marchait toujours pas, pourquoi? Parce que la Livebox 4 qui m'était envoyée était défectueuse. Son port WAN, en fait, alors je sais pas si c'est le précédent propriétaire, parce que c'est du matériel reconditionné à chaque fois qu'on vous envoie, soit il n'a pas été délicat avec le port, soit le port a un défaut, etc. En tout cas, il y avait un défaut de faux contact sur son port WAN à l'arrière, et ce qui fait que dès qu'on touchait à la prise, la connexion était perdue avec l'ONT, et donc la box n'arrivait pas à se connecter au réseau fibre. Donc avec un petit peu de scotch, etc., j'ai réussi à faire tenir le câble, mais j'avais un débit de 100 mégabits, et puis de temps en temps, le câble bougeait un petit peu, et pouf, c'était parti, faux contact, et tout se déconnectait. Donc, j'ai contacté Sosh, et c'est la personne des réseaux sociaux de Sosh qui m'a proposé de m'échanger ma Livebox. Il m'a dit, quitte à la changer, je vous propose la Livebox 5. Bon, moi, j'en ai rien à faire de l'équipement qui est dans mon tableau, hein. Que ce soit une Play, une 4, une 5, tant qu'elle fonctionne, qu'elle consomme pas trop et qu'elle est fiable, moi, ça me va très bien. Donc je lui dis, pourquoi pas, partons sur une Livebox 5, sachant que chez Sosh, normalement, vous n'avez pas la Livebox 5. Les cas où vous avez une Livebox 5, c'est si vous êtes client Orange, ou si vous êtes un ancien client Orange et que vous basculez chez Sosh. Orange, pour éviter de faire des opérations un petit peu complexes, ils vous disent, gardez votre équipement, puisque c'est de l'équipement Orange, et puis vous le conserverez pour votre offre Sosh. Mais normalement, si vous êtes client Sosh, on ne vous envoie pas directement une Livebox 5. Donc, alors cette Livebox 5, c'est la personne des réseaux sociaux Sosh qui me l'a proposé, qui est très gentille, hein, qui a vraiment géré ma situation assez rapidement, qui m'a appelé, je lui ai expliqué mon problème, elle a tout de suite pris en charge de la solution, envoi chronopost d'une Livebox 5. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, la procédure d'échange d'Orange, elle est complètement à revoir. C'est-à-dire que, en gros, même si votre équipement fonctionne sur 3 pattes au lieu de 4, comme c'était le cas de ma Livebox 4, on vous demande de remettre tous vos équipements qui, même s'ils sont fonctionnels, de les remettre dans un carton, d'aller dans un point chronopost, de récupérer votre nouvel équipement et de renvoyer votre ancien équipement. Ce qui veut dire que, contrairement à toute procédure intelligente, où vous aurez toujours une procédure de repli, c'est-à-dire que vous faites un upgrade, et si l'upgrade ne se passe pas, vous remettez l'équipement ancien en lieu et place, et donc vous repartez comme c'était avant. Ça, c'est une procédure d'upgrade standard, et ça vous permet d'avoir toujours une solution de repli. Si ça ne passe pas, là, on vous enlève la capacité d'avoir la solution de repli, en faisant une opération en un coup, où vous renvoyez votre matériel. Ce qui fait que le pari, c'est que votre nouvel équipement va fonctionner, et vous devinez ce qui s'est passé. Le pari d'Orange a été perdu, ce nouvel équipement ne fonctionne pas, et donc ils m'ont mis en panne en fait. Par leurs procédures, probablement qui ont des raisons qui sont justifiées par la masse de clients, etc. qu'ils ont, mais par leurs procédures qui, à mon avis, devraient être moins systématiques et plus adaptées à la situation, ils m'ont mis en panne mon installation complète, donc mon logement, et voilà, donc je suis actuellement en panne. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Alors déjà, quitte à dire du mal de société, le colis qui a été envoyé via un Chronopost Express, en fait. Le Chronopost a tout simplement décidé, c'était un petit peu tard, ça les arrangeait pas, ils sont pas allés le déposer au relais, qui était pourtant ouvert, puisque je les ai appelés, ce relais, je leur ai dit comment ça se fait que
que Chronopost dit relais fermé, etc. Pourquoi vous n'avez pas reçu mon colis? Ils m'ont dit, ben non, on est ouvert toute la journée, etc. Et on n'a pas vu passer le gars de Chronopost avec les colis aujourd'hui. Bah, le gars a décidé que ça l'arrangeait pas sur sa tournée, donc il est parti le déposer à un autre relais. Donc il m'a obligé de faire 20 minutes de voiture au lieu d'aller juste à côté de chez moi pour aller chercher mon colis. Donc déjà, ça c'est un premier point négatif, mais bon, ça n'a rien à voir avec Orange et Soch, mais malheureusement, il faut choisir aussi ses partenaires quand on envoie des box, et si possible des partenaires qui sont fiables. Là, donc je suis revenu avec ma Livebox 5, et juste ma Livebox 5, il ne me restait plus que ça, je l'ai branchée, et ça s'est passé très bien. C'est-à-dire que pour connecter une Livebox 5, vous mettez donc son adaptateur secteur, vous branchez donc le câble fibre, puisque dans mon cas je suis en fibre. J'ai choisi ici d'y mettre directement mes équipements de la maison. J'aurais pu les mettre sur mon switch, ce qui est ma solution de backup en général, mais ici ça évite d'avoir un switch supplémentaire entre tous les équipements, et quand on est sur de la fibre, du haut débit, du gigabit ou du 10 gigabit, c'est bien d'avoir ça l'un à côté de l'autre, ça évite de passer par des switches multiples, parce qu'à chaque fois, vous n'avez plus qu'un câble sur lequel toutes les données transitent, alors que là, vous êtes dans le switch interne, donc c'est plus efficace. Donc j'ai mes équipements internes de la maison qui sont branchés directement là, en tout cas ceux qui ont besoin de beaucoup de débit, puisque on est sur des échanges de données en interne en gigabits chez moi, et en 300 mégabits pour la fibre, donc j'ai besoin quand même de débit important. Donc vous branchez tout ça, et puis les deux dernières prises qui sont là derrière, c'est deux prises téléphoniques, donc c'est pour rebrancher les téléphones de la maison. La Livebox est partie au quart de tour, j'ai suivi son démarrage sur le portail Livebox, donc vous faites Livebox dans votre navigateur ou 192.168.1.1, et puis vous voyez votre Livebox démarrer. Bon, j'ai vu connexion au réseau Orange, connexion réussie, mise à jour de la Livebox, et récupération de votre configuration précédente. Parce que les Livebox sauvegardent dans le cloud, entre guillemets, Livebox, on va dire, les configurations de vos Livebox. Comme ça, si jamais elles tombent en panne, si jamais il y a une coupure, une mise à jour qui se passe mal, etc., elle est capable de récupérer sa configuration précédente et se remettre dans l'état où elle était juste avant. Et puis c'est fini. Ensuite, j'ai vu erreur réseau, erreur réseau, erreur réseau, erreur réseau, et c'est fini. La Livebox 5 était morte. Elle a essayé probablement, je pense, soit sa mise à jour s'est ratée, soit elle a essayé de mettre à jour une configuration qui n'était pas compatible avec elle, et c'était mort. Elle ne démarre, enfin c'est pas qu'elle ne démarre plus, elle est fonctionnelle. Vous voyez ici, il y a les trois voyants orange en façade. Alors au passage, hein, chez Orange, les trois voyants orange en façade ici, ça veut dire tout va bien. Ça veut pas dire il y a un souci. Code couleur orange qui est complètement bidon. Hein. Alors je comprends bien l'idée, on s'appelle orange, on met des couleurs orange en façade, mais il faut savoir que quand ça va mal, ces voyants sont allumés en blanc. Alors je sais pas pour vous, mais moi les codes couleurs, quand c'est orange, c'est attention. Quand c'est blanc, c'est ça va bien. Et donc s'amuser comme ça avec les codes couleurs, c'est peut-être un jeu de designer, mais c'est pas du tout amusant pour un particulier, parce que moi quand je l'ai allumé, le premier truc que je me suis dit, et pourtant je peux vous dire que je suis habitué avec le matériel que je teste, je me suis dit ça va mal. C'est orange, ça veut dire c'est pas normal. Bon. L'autre truc aussi qui est rigolo, c'est que, donc je vous ai dit, cette Livebox, elle est bloquée. Alors heureusement, elle me permet toujours d'avoir un accès à Internet, mais c'est tout. Elle n'a plus de fonction de routage, elle n'a plus de téléphone, elle n'a plus de télévision, et elle n'a plus de console d'administration. Et là où c'est rigolo, d'ailleurs je viens de voir que c'est mon crayon de journée d'appel à la défense, c'est assez rigolo, j'avais jamais fait attention. Donc ce qui est rigolo, c'est que l'interface d'admin, en fait, c'est elle qui vous permet de réinitialiser votre Livebox si ça va mal. C'est-à-dire que derrière, ici, là, alors je pourrais pas vous montrer facilement en tenant la caméra, mais ici, vous faites attention, c'est pas le bouton qui est là qui est le bouton service, vous avez un bouton qui est là qui est le bouton reset, qui est un petit bouton enfoncé. Alors avec un crayon, avec peu importe, un trombone, etc., c'est pas la taille qui compte, hein. Sur les Livebox 5, c'est pas du tout la taille qui compte, c'est la conception de la Livebox qui va compter. Donc vous appuyez ici sur votre petit bouton reset, et ce qui va se passer, c'est qu'en façade, ici, vous avez les petites LED qui vont passer blanches. Elles vont rester blanches un certain temps, puis à un moment donné, votre Livebox va se réinitialiser. Bah, si moi je le fais, allez, on va le faire en live, je vais vous montrer. Hop. Alors normalement vous allez entendre un petit cliquetis, mais bon, comme j'ai un micro-casque, je pense qu'on n'entendra pas bien. Donc là j'appuie. Voilà, là vous voyez, j'appuie là. Et comme vous voyez, les LED ne changent pas de couleur, hein. Je reste enfoncé, vous voyez que les LED ne changent pas de couleur. Pourquoi ? Parce que chez Orange, et c'est là-dessus que je vais conclure, chez Orange, ils ont eu la bonne idée de se dire, bah tiens, on va faire en sorte que le reset soit logiciel. Et comme cette Livebox est briquée, c'est-à-dire qu'elle a voulu se mettre à jour en termes de firmware ou en termes de configuration, elle s'est bloquée elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'est crashée, en fait cette fonctionnalité de reset qui est logicielle, bah, elle n'est plus opérante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton matériel pour lui dire
réinitialise-toi. Et pire que ça, ils ont enlevé l'écran en façade, ce qui vous permet de communiquer avec l'utilisateur. Donc je ne sais pas ce qui est là, en fait, puisque maintenant il n'y a plus d'écran en façade, donc elle n'est pas capable de me communiquer. Et en plus, ils ont enlevé la capacité de lui dire au moment où elle démarre, ne recherche pas ta configuration du réseau. Parce qu'avant, pendant le démarrage, il vous suffisait d'appuyer sur les deux boutons qui sont en façade, donc le WPS et le Wi-Fi, je crois, et ça vous permettait d'annuler le chargement de la configuration par défaut, pour dire, remets-toi vraiment aux paramètres d'usine, pour repartir de zéro, pour redémarrer. Et ça, ils l'ont enlevé sur la Livebox 5, ils l'ont enlevé de la Livebox 4. Alors, je sais pas quelle est l'idée qui passe en tête des ingénieurs qui conçoivent ces box chez Orange, mais à mon avis, vous avez tout intérêt à recruter d'autres personnes, parce que cette Livebox 5, non seulement elle n'est pas au point en termes de compétition, c'est-à-dire que tous les opérateurs concurrents font beaucoup mieux en termes d'équipement embarqué, mais en plus elle est mal fichue en termes de conception, puisque c'est des boîtiers qui sont largement déployés chez des particuliers, et pour moi en tout cas, je ne suis pas concepteur de box internet, mais pour moi il faut maximiser la capacité de l'utilisateur final de se débrouiller par lui-même, parce que là en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'il n'y a plus aucune possibilité, c'est-à-dire que non, on m'a dit vendredi soir à 19h, on m'a dit au chat Soch, donc à l'assistance technique Soch, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas vous aider, un technicien va vous appeler lundi, c'est-à-dire qu'on me laisse 3 jours comme ça en panne. Lundi, je pense que ce que la personne va me dire, c'est je suis désolé, mais vous êtes dans une situation où il faut rééchanger à nouveau votre Livebox. Et donc je vais avoir une nouvelle Livebox. Et ce que je pense, ce qui va se passer, bon, à mon avis, ils vont désactiver la récupération de configuration par défaut, parce que je leur ai demandé explicitement, c'est moi qui leur ai demandé, je leur ai dit désactiver la récupération de configuration pour que je puisse au moins réessayer en local si ça marche. Je pense qu'ils vont la désactiver et j'espère que ça va marcher. Mais si c'était pas ça le problème, étant donné qu'on part sur le même équipement, s'il a été reconditionné de la même manière, on va tomber sur la même panne, logiquement. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que cette panne va être pénible à résoudre. Déjà parce qu'il va falloir que j'attende lundi avec toute ma domotique en RAD. Pourquoi toute ma domotique en RAD? Et ça, c'est un autre problème chez Soch et chez Orange. C'est-à-dire que dans cette Livebox, vous avez directement un serveur DHCP, vous avez un routeur, etc. Et cette partie-là ne peut pas être débrayée. Donc si vous voulez passer, comme moi j'ai ici, sur votre propre service de routage, ce qui aurait pu me rendre complètement indépendant de tous les services Orange et me permettre d'avoir une domotique qui fonctionne, eh bien je ne peux pas. Et comme vous avez beaucoup de produits domotiques sur lesquels vous ne pouvez pas signer d'adresse IP fixe et qui fonctionnent avec des serveurs DHCP, que je ne peux pas configurer mon serveur DHCP puisque c'est elle qui est censée me rendre ce service-là, eh bien j'ai tous les produits qui sont en panne. Donc en particulier la partie chauffage, le pont Atmo fonctionne mais je ne peux plus l'opérer avec d'autres produits. La partie ouverture de la porte, tout ce qui est serrure, etc., le pont ne peut pas être mis en adresse fixe et il lui a mis une adresse bidon, donc le pont n'arrive plus à réagir. En tout cas, toute la partie domotique, ma maison est en panne en fait. Et donc voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo-ci. Orange, Soch en l'occurrence, a fait tomber en panne mon installation domestique, a fait tomber en panne ma maison, tout ça parce que leurs procédures sont bidons, parce que leurs box sont à mon goût bidons, et que leurs évolutions ne vont pas dans le bon sens. Parce que même si on veut faire un produit plus écologique, et c'est bien d'utiliser du plastique recyclé, c'est bien d'enlever des écrans, il faut faire un produit qui avant tout est fiable en termes d'utilisation, et là, c'est pas le cas. Je pense que les différents problèmes que j'ai eus mettent en évidence qu'il y a un problème dans la conception de cette box, qui fait que quand ça va mal, ça va encore plus mal. Voilà, c'était donc ma petite vidéo pour vous expliquer mes aventures autour de la fibre, et pour vous expliquer que c'est pas forcément toujours un parcours facile, l'installation de la fibre. Faites très attention aux petits conseils que je vous ai donnés quand vous faites installer la fibre. Ça, ici, c'est ce qui marque la limite de l'installation de votre opérateur de réseau. Tout ce qui vient après, c'est à vous. Donc si jamais le câblage est plutôt aléatoire, si jamais ça ne vous satisfait pas, c'est soit de votre faute à vous, soit de la faute de votre propriétaire, mais n'allez pas blâmer Orange, Soch, SFR, je ne sais trop qui, du mauvais câblage de tout ça, c'est de votre responsabilité ensuite. Par contre, si un équipement comme celui-là où la Livebox ne marche pas, évidemment c'est de la responsabilité de votre opérateur de faire en sorte de vous transmettre des équipements qui fonctionnent. Voilà, mais c'est tout ça pour vous dire que, parce que je vois beaucoup de personnes qui râlent en disant « C'est quoi cette installation qu'on m'a faite? J'ai des fils qui pendouillent de partout. » Si vous avez ici un boîtier électrique qui n'a pas la place d'y installer des équipements comme ce boîtier-là ou comme l'ONT, etc., qui sont censés venir s'héberger là-dedans, forcément à la pause, l'installateur va faire du mieux qu'il peut, mais c'est votre logement qui n'est pas adapté à l'arrivée de la fibre. Donc c'est à vous en amont
de faire le nécessaire pour pouvoir y accueillir ce boîtier-là. Donc vous voyez, moi, ils n'ont eu aucun souci, hein, ils ont pu brancher leur petit boîtier fibre, et hop, moi, tout repart. Et ensuite, j'ai touché à rien du tout. Mon logement est déjà équipé intégralement, donc normalement, en remplaçant juste la box, c'était parti, tout repartait comme si de rien n'était, voilà, je ne voyais pas la différence de réseau. À part le débit, je suis chez Sosh, et donc chez Sosh, je peux prétendre à du 300-300, ce qui va me permettre d'uploader, entre autres, les vidéos beaucoup plus rapidement que j'ai pu le faire jusqu'à présent. C'était en gros le seul intérêt pour moi de... J'ai pas de problème de téléchargement, ça me suffit largement ce que j'avais. J'avais du 4 mégaoctets à la seconde, bon maintenant je vais être à 30 mégaoctets à la seconde, je dirais quelque chose comme ça. Mais bon, pour le téléchargement, bon c'est sûr ça va me faire gagner du temps, mais bon c'est pas quelque chose que j'attendais avec impatience tant que ça. Par contre l'upload, lui, oui, parce que mettre en ligne des vidéos, je peux vous dire que ça prend énormément de temps, et c'est du temps perdu. Si vous vous posez des questions concernant le débit de votre offre fibre, alors soit l'offre que vous avez, soit l'offre que vous voulez acquérir, donc l'abonnement que vous voulez acquérir, sachez que ce débit est un débit commercial, c'est pas un débit technique, c'est-à-dire que vous avez un bridage qui est un bridage logiciel, commercial, parce que il correspond à un prix que vous allez payer par mois. Autrement dit, sur une offre Sosh, fibre, vous avez un débit de 300-300. C'est le débit garanti, entre guillemets, par Sosh, par le réseau Orange. Si vous allez regarder chez Orange, vous allez voir qu'ils ont deux offres, la Livebox Fibre et la Livebox Up Fibre, et vous verrez que vous avez du 400-400, chez Orange en Livebox Fibre, donc pour justifier un coût supplémentaire par rapport à Sosh, parce que sinon ce serait difficile à justifier, donc il vous propose 100 mégabits en plus en montant et en descendant. Et par contre, si vous regardez la Livebox Up Fibre, là vous avez du 2 Go partageur, ça veut dire 2 fois 1 Go, pour éviter d'avoir un périphérique qui va télécharger à 2 Go, vous pouvez n'avoir qu'un gigabit par périphérique, mais bon c'est déjà pas mal, et du 600 mégabits en upload. Voilà, et là on n'est pas encore aux limites normalement d'un réseau fibre ou d'une fibre domestique. Je pense qu'ils peuvent monter encore un petit peu, mais ils en gardent sous le pied. En tout cas, sachez que ce sont vraiment des limites commerciales. C'est fait pour créer virtuellement comme ça différentes offres et proposer différents tarifs. C'est surtout pour gagner un petit peu d'argent, hein, pas pour vous en faire gagner à vous, mais c'est pour vous permettre de vous brider un petit peu et d'en garder sous le coude derrière pour pouvoir commercialiser d'autres trucs. Maintenant, une offre fibre en 300-300, en général ça suffit à quasiment tous les usages. Il y a que si vous avez des usages très particuliers, vous faites de l'hébergement, des choses comme ça, ou vous allez regarder des choses un peu plus pointues, mais est-ce que vous allez être dans de la fibre grand public? Peut-être pas. Voilà, en tout cas, si vous faites du jeu vidéo, du téléchargement, si vous regardez des films en streaming et des choses comme ça, même une offre fibre 300-300 vous suffira normalement largement. Ça n'a rien à voir avec l'ADSL, l'ADSL+, l'ADSL2, le VDSL, qui eux ont des limites en fait techniques, c'est-à-dire qu'il y a la notion d'atténuation, qui est une contrainte dont souffre beaucoup moins la fibre. La fibre a de l'atténuation, mais à très très longue portée. Et donc vous voyez ici les courbes du VDSL2 en bleu, ADSL2+ en vert, et l'ADSL classique, on va dire, en orange. L'atténuation est très sensible à la distance, donc ici en gros, là on est déjà à quelques kilomètres. Donc là vous êtes peut-être à 2 ou 3 kilomètres quand le VDSL commence sa chute vertigineuse. Donc il faut être très très proche d'un NRA, et là par contre le fournisseur de service, donc l'opérateur, ne peut pas faire grand chose. Il pourra pas déménager votre logement plus proche du NRA, il peut installer plus de NRA, mais bon c'est quand même assez coûteux à déployer. Donc là il y a des vraies contraintes techniques qui font que c'est au moment de l'abonnement ADSL, VDSL et compagnie qu'on va vous dire bah vous pouvez prétendre au mieux à ce débit là. Par contre en offre fibre, là c'est purement commercial. En général toutes les fibres à partir du moment où elles sont posées, bien posées, vous proposeront à peu près les mêmes débits théoriques, et donc ce sont des débits commerciaux qui vont vous être proposés pour comme ça virtuellement créer des forfaits. Voilà en tout cas ma petite mise à jour de fibre. Donc actuellement je suis en panne, et puis je vous tiendrai en courant. Donc si vous voyez pas de vidéos ou moins de vidéos, ou des vidéos faites un peu à l'arrache, c'est parce que le temps que je le passe là-dessus à dépanner ce que Sosh m'a fait, plutôt que vous faire des vidéos avec un contenu bien léché. Voilà, j'espère que ce petit sujet vous aura plu, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, en espérant que d'ici là, moi j'ai un super accès fibre. Merci et au revoir.